enfants reprennent le chemin de l'école pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs, et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Le président de la transition salue la contribution significative de la presse dans le processus de refondation du Mali. Il les invite à soutenir les forces armées dans leur lutte contre le terrorisme et la réussite des actions de la Confédération des États du Sahel. À ce jour, aucun journaliste malien n'est emprisonné dans l'exercice de sa profession. C'était lors de la traditionnelle présentation de vœux de Nouvel An tenue ce matin à Koulouba. Les membres du collège transitoire de la Chambre des mines ont été installés ce matin dans leurs fonctions. Au nombre de 9, ils ont pour mission de gérer les affaires courantes, élaborer les instruments de gouvernance et organiser les futures élections de la Chambre des mines. La cérémonie d'installation a été présidée par le ministre des Mines. Festival Ogobanya, la découverte des merveilles du pays Dogon. Ça se passe à la place du cinquantenaire. Des centaines de visiteurs font une immersion au pays Dogon à travers le festival Ogobanya. Ils découvrent la médecine Dogon, l'artisanat et les mets. Bemba Sibi nous fera voyager dans l'univers Dogon. Plus de 600 personnes de cette nationalité ont été victimes d'escroqueries et d'arnaques de la part des individus non encore identifiés. Les enquêtes sont en cours au niveau de la direction régionale de la police qui a procédé à l'interpellation des suspects. Le film de ce qu'on pourrait qualifier de début d'un feuilleton avec Abdul Karim Kaba dans cette édition. Vous servir est un plaisir. Bonsoir et merci d'avoir fait le bon choix de nous suivre. Présentation de vœux de Nouvel An à Koulouba, c'était le tour de la presse ce matin. Et la bonne nouvelle est qu'aucun journaliste malien n'est emprisonné à ce jour dans l'exercice de sa profession. L'information est donnée par le président de la Maison de la Presse. La presse malienne salue les efforts des autorités de la transition dans la pacification du pays et la souveraineté territoriale retrouvée. Une occasion saisie pour appeler les Maliens à plus d'unité pour sortir le pays de la crise. La synthèse des vœux de la presse au président de la transition avec Bourama Traori. C'est une journée ordinaire du vendredi au palais présidentiel de Koulouba, sauf le rendez-vous du jour ne se tient qu'une seule fois par an. Nous prions d'accueillir le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Le quatrième pouvoir face au premier pouvoir pour des vœux de Nouvel An avec comme centre d'intérêt le Mali. Le Mali en 2024, que de défis relevés au plan sécuritaire, notamment. Excellence, général d'armée Assimi Goïta. Le président de la Maison de la Presse est le premier à présenter ses vœux de Nouvel An au chef de l'État. Une prise de parole qui sonne comme une mise au point d'une réalité souvent occultée dans certains discours. Au Mali, nous n'avons pas de journalistes en prison. Contrairement aux pays donneurs de leçons, auteurs et complices de campagnes de dénigrement et de désinformation contre notre pays, nous n'allons pas l'accepter. À sa suite, le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État partage aussi sa satisfaction et sa conviction. Satisfaction du nouveau chemin tracé par les autorités de la transition pour redonner espoir aux Maliens. Conviction, la Confédération des États du Sahel signe un nouveau départ pour la réalisation de l'unité africaine. Nous saluons la création de l'AES qui sera sans nul doute le véritable socle pour la construction de la véritable unité africaine. Nous formulons des vœux pour que l'AES se renforce chaque jour davantage. Ces idéaux
sont une planche de salut pour nos trois pays. Et nous n'avons pas le droit d'échouer dans la mise en place de cet embryon de l'unité africaine, de la libération de l'Afrique telle que le voulaient les pères fondateurs de l'Afrique. Nous réitérons notre appel à un grand effort de sensibilisation auprès des populations afin qu'elles se sentent chaque jour pleinement AES. Naturellement, la haute autorité de la communication adhère à la nouvelle initiative des États du Sahel, dans laquelle elle pourrait jouer un rôle capital en tant qu'organe de régulation pour contribuer à assainir l'espace médiatique. Soulignons à cet effet que les textes actuels ne permettent à la HAC, en cas de faute avérée, que de sanctionner l'organe médiatique, mais pas le journaliste auteur du fait incriminé. Les innovations proposées dans les nouveaux textes permettront également à la HAC de réguler les réseaux sociaux, en appliquant les textes de régulation à tout internaute suivi par au moins 15 000 personnes, seuil à partir duquel nous estimons que les communications ne sont plus du domaine du privé. 3 vœux adressés au président de la transition, des convictions partagées, la nécessaire unité des Maliens pour faire face à la diversité et le respect des normes de la profession. Nous sommes engagés donc à plus d'efforts pour devenir de véritables entreprises, rigoureuses et ambitieuses, animées par des journalistes de valeur, responsables et dignes. La relecture des textes va permettre une mise en cohérence de la pratique du métier avec ce qui a cours au niveau sous-régional, africain et mondial. En le faisant, nous avons procédé au toilettage des écuries d'audience ou expulsé de nos rangs, livré la gangrène, réaffirmé notre responsabilité sociale et notre engagement à plus de professionnalisme. Nous devons faire en sorte qu'aucun acte posé publiquement, aucune parole dite publiquement par les uns et les autres ne soit subordonnée à une arrière-pensée cachée au service d'ambition personnelle. L'épanouissement de la presse ne saurait se concevoir indépendamment de l'environnement dans lequel évoluent les hommes des médias, notamment les contextes sociopolitiques et sécuritaires. En tant que régulateur du secteur de la communication, nous veillerons avec fermeté sur le respect des normes qui encadrent l'offre d'information au public afin qu'elle contribue à stabiliser notre pays et non l'inverse. Reconnaissance, mais aussi rappel des préoccupations auxquelles les fêtières sont confrontés, des doléances bien notées par le chef de l'État, lequel reste sensible aux conditions de vie des professionnels de l'information et de la communication. Et en réponse aux vœux de la presse, le président de la transition a salué la contribution significative des professionnels du secteur dans le processus de refondation du Mali, notamment la bonne couverture du référendum de 2023, un cap qui doit être maintenu et renforcé pour gagner le pari de la guerre médiatique en cours. La presse malienne doit davantage soutenir les forces armées dans leur lutte contre le terrorisme et contribuer à la réussite des actions de la Confédération des États du Sahel, selon le chef de l'État. Nous retrouvons Bourama Traoré pour les grandes lignes de l'intervention du chef de l'État. Si la grandeur d'un homme se mesure souvent par ses actes de reconnaissance, le président de la transition en donne le bon exemple. Le chef de l'État accorde une bonne note à la presse malienne pour le travail accompli en matière d'information et de sensibilisation de la population non pas sans preuve. La campagne référendaire pour l'adoption de la nouvelle constitution en juillet 2023 aura été révélatrice à bien des égards de votre engagement constant. Qu'il s'agisse de réguler l'activité médiatique par le rappel des principes intangibles de l'information et de la communication ou de veiller à l'accès équitable aux médias d'État ou encore d'informer sainement la population sur les enjeux de la nouvelle constitution. Vos structures se sont pleinement assumées devant l'histoire. Votre dévouement à cette mission essentielle, en dépit des défis rencontrés, est bien louable et mérite d'être souligné. Reconnaissant, le général d'armée Assimi Goïta est aussi conscient des défis du secteur, notamment le manque de ressources financières. Évoquant cette question, le difficile accès à l'aide de la presse revient sur la table et le chef de l'État a une thérapie. Relativement à la demande d'aide de la presse auprès du gouvernement,
La mise en place d'une commission de réflexion avec les associations faîtières de la presse sera étudiée afin de trouver un dénouement dans le respect des principes de transparence et de bonne gouvernance. Mesdames et messieurs, tout en ayant pris bonne note de vos préoccupations relatives au renforcement des moyens d'intervention de la haute autorité de la communication pour réguler efficacement la couverture médiatique des élections à venir, je tiens à féliciter les hommes des médias, leur engagement dans l'exécution de leur mission. Cependant, le travail accompli dans la durée demeure substantiel car l'élargissement de l'horizon de régulation, l'actualisation et l'adaptation du cadre législatif et réglementaire s'avèrent indispensables. Répondant aux préoccupations relatives à la disparition du confrère Birama Touré et au cas d'enlèvement des journalistes, le président de la transition lève toute équivoque. La liberté de la presse est un acquis que nul ne met en cause au Mali, dans la mesure où le rôle des médias est très important. Cependant, les professionnels des médias doivent en permanence garder à l'esprit les contextes sociopolitiques, économiques et géopolitiques dans lesquels vit le Mali, notre patrimoine commun à tous. C'est à ce prix que l'exercice de leur profession connaîtra ses lettres de noblesse. Je les exhorte en conséquence à s'approprier davantage les enjeux du combat que mène la transition. Ce combat procède de notre volonté affichée de libérer le Mali des pesanteurs géopolitiques et d'assainir la vie publique afin d'assurer un lendemain meilleur pour les générations futures, conformément aux idéaux des pères fondateurs de notre nation. Donnons-nous donc une nouvelle chance d'écrire notre propre histoire sur la base de notre propre vision. Pour y arriver, nous devons impérativement comprendre la dynamique des enjeux pour notre pays. Dès lors, les médias constitueront un puissant levier pour valider et ancrer notre part de vérité. Dans la guerre médiatique actuelle, la presse malienne se doit de jouer davantage un rôle plus actif afin de bloquer les informations de ce qu'on met. Par la même occasion, contribuer à rehausser plus le moral des militaires au front. Je vous invite alors à vous dresser contre les attaques arbitraires dirigées contre notre pays, et cela est d'autant plus indispensable que notre vaillante armée, dont je salue ici la bravoure et la détermination, doit davantage bénéficier de votre appui. Et surtout à un moment où elle est engagée dans de multiples opérations de lutte contre le terrorisme et pour la stabilisation du territoire national. Les efforts inlassables et le dévouement sans faille de nos braves soldats méritent notre respect et notre reconnaissance. Autre évidence présidentielle, la réussite de la marche de la Confédération des États du Sahel dépend en grande partie de la contribution des presses nationales. C'est vrai, le chemin est semé d'embûches, reconnaît le président Goïta, mais le non-retour est désormais amorcé. L'Alliance des États du Sahel, AES, dont le Mali est un des membres fondateurs, s'inscrit dans une vision de sécurité collective et de développement harmonieux. À un moment où les organisations régionales comme la CEDEAO peinent à répondre aux aspirations profondes des pays membres, et particulièrement ceux en transition et qui font face à l'expansion du terrorisme sur leur sol. Vous comprendrez alors aisément la décision de retrait des États de l'AES. Nous fondons beaucoup d'espoir sur cette alliance dont les 6 mois d'existence sont fort encourageants. Nous sommes conscients des défis et des obstacles qui se dressent sur notre chemin, et cependant, je reste convaincu que grâce à notre détermination et à notre engagement collectif, nous surmonterons ces défis et réussirons à réaliser cette ambition historique qui ne vise qu'à promouvoir la paix, la sécurité et le développement de nos peuples. Le message du chef de l'État semble être compris par les confrères qui quittent Koulouba avec une volonté de poursuivre leur mission d'information et de sensibilisation de la population sur les enjeux du moment, avec toujours à cœur le Mali. Et vous pourrez suivre juste après cette édition l'intégralité de la réponse du président de la transition aux vœux de la presse. Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale a rencontré hier la communauté Idal Sahak du Mali
Entre les deux parties, il a été surtout question de développement et la restauration d'une paix durable. À l'issue de la réunion, chacune des parties s'est engagée à œuvrer pour la stabilité du pays. Le reportage de Youssouf Diakité et de Gaussou Achtouri. Le développement durable du pays, la restauration d'une paix définitive, le vivre ensemble. Voilà le menu autour duquel le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale a rencontré la communauté Idal Sahak du Mali. C'était vraiment pour lui témoigner notre soutien et notre accompagnement, non seulement à lui, mais aussi au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, parce que nous sommes une communauté très active et très engagée sur le terrain, non seulement sur le plan sécuritaire, parce que nous collaborons beaucoup avec les forces armées maliennes sur le terrain. En plus de cela aussi, nous sommes très actifs sur le plan politique à chaque fois que nous sommes sollicités, par exemple pour le référendum qui a été fait, pour les dialogues intermaliens. Nous avons essentiellement mobilisé nos populations à Gao, à Menaka et même au Niger et à Tamaracet. L'objet vraiment c'était une prise de contact pour éventuellement aussi poser aussi les problèmes auxquels la communauté est confrontée, parce que sur le terrain nos populations souffrent beaucoup. Nous avons beaucoup de réfugiés notamment en Algérie et au Niger, pour lesquels nous avons sollicité vraiment l'appui, l'accompagnement et le soutien du ministre de la Réconciliation nationale pour créer vraiment les conditions pour que ces populations puissent revenir dans la dignité chez eux pour vivre en paix et en sécurité. Pour le ministre général des corps d'armée, Ismaël Ouagué, pour la paix au Mali, aucun sacrifice n'est de trop. Toutes ces initiatives, toutes ces rencontres ont pour finalité, ont pour objectif évidemment de restaurer la paix, de contribuer. C'est un processus en cours. Le ministre en charge de la réconciliation nécessaire de rencontrer et de s'entretenir avec la communauté du Mali en général, et en particulier celle du Nord, pour voir toutes les stratégies possibles et les efforts à déployer pour aboutir à la paix tant attendue par les Maliens. En tout cas, au constat général, à la fin de la réunion, c'est que les objectifs sont similaires, le développement et la stabilité du pays. Les membres du collège transitoire de la Chambre des mines ont été installés ce matin dans leurs fonctions par le ministre des Mines. Au nombre de 9, ces hommes et femmes ont pour mission d'élaborer les instruments de gouvernance, procéder à la relecture et à la mise à jour des textes régissant la Chambre des mines et organiser les prochaines élections de la Chambre. Le collège est dirigé par Fousséni Togola, le reportage de Mamadou Fani. Suite à la dissolution du bureau de la Chambre des mines du Mali, le gouvernement a mis en place un collège transitoire pour réorganiser et impulser une nouvelle dynamique au secteur minier. Ce collège transitoire a été installé ce vendredi par le ministre des Mines. Le collège composé de 9 membres est dirigé par Fousséni Togola, magistrat pour une durée d'1 an avec un cahier de charges bien précis. Les premières actions qui doivent s'inscrire dans le sens d'amener les uns et les autres à se préoccuper de leur chambre. Il faut donc d'abord les amener à parler de la même façon, à regarder dans la même direction. Il y a également la relecture des textes. Il faudrait aller donc dans le sens donc de ce que le ministre a appelé les élections crédibles et apaisées. Et c'est pour faire en sorte que la Chambre du Mali soit la Chambre des Maliens, comme les autres chambres des pays voisins. Organe consultatif pour le gouvernement, la Chambre des mines est essentielle pour la concrétisation des réformes entreprises par le gouvernement. La mise en place d'un collège transitoire à la Chambre des mines procède de la volonté du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, à mettre en place et réformer l'ensemble des dispositifs institutionnels régissant le secteur minier, afin de redonner à ces secteurs tous les moyens lui permettant de répondre aux aspirations et aux attentes du peuple malien. Le ministre des Mines, professeur Amadou Keïta, invite les membres du collège à avoir une démarche proactive d'écoute de toutes les sensibilités afin de rapprocher les positions vers de bonnes pratiques dans la gouvernance des instances consulaires de la Chambre des Mines. Retraite des agents relevant du ministère en charge de l'entrepreneuriat et de l'emploi à Sibi. Ce cadre de concertation vise à favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Parmi les thématiques qui seront abordées, le développement du capital humain comme un vecteur incontournable de renforcement de l'employabilité. Il s'agit d'une initiative motivée par les orientations déclinées dans la lettre de cadrage du président de la transition. Envoyés spéciaux à Sibi, Tchemoro Konaté et Aboubakar Traoré. Centre de transformation agroalimentaire de Sibi, un cadre déconcerté choisi par les acteurs concernés
pour traiter les questions d'emploi et de formation professionnelle. Ainsi, c'est parti pour ce cadre de concertation des structures nationales et régionales en charge de la question. Il s'agira de faire l'état des lieux, d'identifier les opportunités et de proposer des pistes de solutions aux difficultés constatées. La rencontre en question s'articule autour de certaines thématiques, notamment le développement du capital humain comme un vecteur incontournable de renforcement de l'employabilité des actifs adultes, jeunes, femmes, en vue d'accroître leurs chances d'accéder à l'emploi. Le renforcement de la synergie d'action entre les structures en charge des questions d'entrepreneuriat, d'emploi et de formation professionnelle en vue d'impulser les actions de développement de la formation professionnelle et de la promotion de l'emploi. Ce cadre de concertation se veut une rencontre annuelle, désormais inscrite à l'agenda du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, nous a dit d'être au niveau local, le plus près des populations, de les écouter et de prendre en compte leurs préoccupations. Nous avons déjà entamé des missions de terrain. Un programme national est déjà élaboré et ces missions vont continuer. La rencontre qui a démarré ce jeudi s'étend sur 3 jours. Rencontre à l'issue de laquelle sont attendues une série de résolutions dont la mise en œuvre contribuera à optimiser la dynamique de création d'emplois et de formation professionnelle au bénéfice d'une frange importante de la population. AES, actualité de cette édition. Après le retrait des pays de l'AES de la CEDEAO, les manifestations de soutien continuent. Le Conseil régional de la jeunesse de Badjangara a mobilisé des centaines de personnes à la Maison des Jeunes. Ici à Bamako, la coalition Akatanae a organisé une conférence de presse dans le même esprit. Nos reporters sont Agibou Koulibaly et Ibrahim Kaoukonate. Le 28 janvier 2024 marquait une date historique pour les pays de l'AES qui ont décidé de rompre leurs liens avec la CEDEAO. À Badjangara, région emblématique du pays, cette décision a eu des répercussions directes sur les populations confrontées à des changements dans les relations commerciales et aux sanctions économiques internationales. On est à une mesure, à un chemin de non-retour. Il n'y a plus de retour. La représentante du Conseil régional de la jeunesse de Badjangara a remercié les dirigeants des États du Sahel pour leur courage. Ce retrait n'est pas simplement un événement politique. Il représente un tournant dans notre quête d'autonomie. Nous sommes des héritiers de cette décision et il est de notre devoir de réfléchir à ses implications pour notre avenir. Nous sommes très fiers, en tout cas, de notre souveraineté, de notre sortie de la CEDEAO. Voici déjà 1 an, nous n'en sommes pas morts. Voici déjà 1 an que nous ne parlons plus de CEDEAO dans notre pays et pourtant, nous avons vu un changement très positif. Nous avons reconquis notre souveraineté territoriale. Aujourd'hui, les Maliens peuvent aller un peu partout, même s'il y a quelques poches de résistance. 1 an après cette rupture avec la CEDEAO, la région de Badjangara montre une remarquable capacité d'adaptation et une solidarité exemplaire sous la houlette de son gouverneur. Cette conférence de presse a été l'occasion pour la coalition Akataranaye et ses partenaires de réaffirmer leur soutien aux autorités de la transition. Le manifeste, c'est notre adhésion à la vision de nos plus hautes autorités, notre adhésion à la vision de l'AES, notre soutien vraiment au retrait de la CEDEAO, notre soutien aux FAMA, aux forces de sécurité et de défense du Mali, et notre adhésion à l'idée de la déclaration de l'année 2025, année de la culture. La plateforme encourage et soutient sans réserve le retrait irréversible de la Confédération de l'AES de la CEDEAO. La plateforme accompagne nos autorités dans la poursuite de l'œuvre de la sécurisation et stabilisation pour la sauvegarde de la patrie.
Membre de la plateforme des forces patriotiques, la coalition invite la population à la mobilisation. Aujourd'hui, nous avons réussi un grand pari parce que le 29, c'est une date pour nous inoubliable. La souveraineté, ce n'est plus, mais c'est aujourd'hui, c'est parti. Aujourd'hui, chacun de nous doit s'engager à marteler réellement cette cadence-là. La plateforme des forces patriotiques apporte tout son soutien aux autorités de la transition pour leur continuité à garantir la souveraineté, la réconciliation et la refondation du Mali. Au Burkina Faso, le ministère de l'économie et des finances, à travers le Trésor public, a procédé au lancement officiel de la plateforme nationale de paiement numérique dénommée Faso Arzeka à Ouagadougou, développée par l'administration publique burkinabé pour faciliter et sécuriser le recouvrement des recettes publiques. Faso Arzeka est une solution de paiement numérique multicanal. La cérémonie de lancement présidée par le Premier ministre du Faso avec Karim Bienkenga. Un clic du Premier ministre Lim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo et le ministère de l'économie et des finances fait un pas de plus dans la numérisation de ces services. Le chef du gouvernement lance par ce geste Faso Arzeka, une plateforme nationale de paiement numérique, résultat de la mobilisation collective pour la souveraineté. Plus qu'une plateforme technologique, Faso Arzeka représente un changement profond dans notre manière de concevoir le service public et de servir nos concitoyens. Par son processus de conception entièrement local, elle illustre notre capacité à trouver des solutions innovantes et adaptées à notre réalité. En intégrant les technologies innovantes, elle nous permet non seulement de sécuriser nos ressources, mais aussi de promouvoir la transparence, la simplicité et la proximité avec nos citoyens, consolidant ainsi les bases d'une économie résiliente et inclusive. Faso Arzeka se veut une plateforme numérique unique pour des paiements destinés à l'administration centrale, aux collectivités territoriales et aux établissements publics de l'État. Cette plateforme de paiement numérique multicanal de l'administration publique du Burkina Faso, dédiée au recouvrement des recettes publiques, est interconnectée à toutes les plateformes monétiques, mobile money et virements bancaires. La plateforme interconnectée Faso Arzeka est accessible sur tout le territoire national. Elle est faite de 4 applications, dont une application citoyenne. Cette dernière permet aux citoyens de disposer d'un espace sécurisé pour les différentes opérations de paiement numérique. Au Niger, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, a officiellement lancé ce matin à Niamey le programme de la coalition islamique militaire contre le terrorisme dans les États du Sahel. La cérémonie est couplée à la conférence internationale sur les outils et législations pour lutter contre le financement du terrorisme. C'est une initiative de la coalition islamique militaire pour combattre le terrorisme. Il s'agit de réfléchir pour trouver des solutions efficientes pour tarir les sources de financement du terrorisme. Le compte rendu de Jocelyne Amoussou et Amitou Adamou. Couper l'herbe sous les pieds au pire ennemi de la paix, qu'est le terrorisme, en luttant efficacement contre son financement. C'est l'objectif de cette conférence internationale sur les outils et législations pour lutter contre ce fléau, couplé au lancement du programme de la coalition islamique militaire contre le terrorisme dans les États du Sahel. C'est un programme ambitieux qui vise le renforcement de la coopération régionale, la fourniture de l'appui technique et logistique, le renforcement des capacités nécessaires pour faire face au terrorisme. Aussi, le Royaume d'Arabie Saoudite a offert un don généreux au fonds des initiatives de la coalition d'un montant de 100 millions de rials saoudiens. En plus de l'organisation de 46 programmes de formation spécialisés dans les domaines de lutte contre le terrorisme dans ces différents domaines. La coalition islamique militaire pour combattre le terrorisme compte 42 États, dont le Niger. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements et ma profonde gratitude à son Altesse royale, le prince Khalid bin Salman bin Abdelaziz, ministre de la Défense du Royaume d'Arabie Saoudite et président
du Conseil des ministres de la Défense des États de la coalition qui a annoncé et adopté personnellement ce programme. Cette conférence a évalué de façon chronologique les normes internationales en matière de lutte contre le financement du terrorisme de 1990 à 2014, les instruments juridiques internationaux, les outils de détection et de prévention du financement du terrorisme, entre autres. Retour à l'actualité nationale, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a remis des médailles d'honneur à une cinquantaine d'agents de la police et de la protection civile. Certains ont été élevés au grade de chevalier de l'ordre national. 25 ont reçu la médaille d'honneur, une reconnaissance de l'État envers ces derniers pour service rendu à la nation. Le reportage de Bemba Sibi. La reconnaissance de 50 agents du département de la sécurité et de la protection civile participe à la fois de la volonté de les récompenser pour les immenses services rendus à la nation et de montrer leur exemplarité. Le premier acte de cette cérémonie de récompense est l'élévation au grade de chevalier de l'ordre national du Mali à titre posthume du contrôleur principal de police, Boubacar Sow. Au nom du président de la transition, chef de l'État, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national du Mali à titre posthume. Ensuite, 25 agents de police ont reçu la médaille d'honneur de la police nationale et 25 agents de la protection civile à la médaille d'honneur de la protection civile. Nous sommes honorés de recevoir aujourd'hui les distinctions honorifiques qui nous ont été attribuées par les plus hautes autorités de la transition. Certes, elles marquent une étape importante dans nos carrières, mais ne sont pas une ligne d'arrivée. Elles constituent une source de motivation supplémentaire pour nous surpasser. La reconnaissance est un fardeau que ces récipiendaires sont prêts à supporter par l'engagement pour le travail bien fait. Le travail bien fait qui contribue ce jour à perpétuer leur nom à travers cette reconnaissance de la nation. Une distinction honorifique se mérite. Le challenge qui est désormais le vôtre, c'est d'être chaque jour plus performant. M'adressant à ceux qui attendent impatiemment d'accrocher une première distinction, ou même d'autres distinctions, je voudrais vous dire deux choses. Vous n'avez pas démérité et vous ne serez non plus oubliés. Les règles sont ainsi faites que les privilèges ne peuvent être accordés à tout le monde et au même moment. Par l'octroi de ces distinctions honorifiques, il faut retenir la volonté affichée de la hiérarchie de créer une saine émulation au sein de nos forces et de cultiver le goût de l'effort et de l'excellence. Pour rappel, les 25 éléments de la police nationale récompensés sont composés de 3 officiers généraux, 8 officiers supérieurs, 13 sous-officiers et un personnel civil. Et pour la protection civile, ce sont 4 officiers généraux, 5 officiers supérieurs, 10 officiers subalternes, 5 sous-officiers et 1 civil. Cette reconnaissance du mérite des agents de la sécurité et de la protection civile est le deuxième du genre en moins de 2 mois. En décembre dernier, le mérite de 40 éléments ont été reconnus, comme quoi l'engagement patriotique des forces de sécurité ne sont pas vains. Je vous l'annonçais dans les titres, plus de 600 personnes de 7 nationalités ont été victimes d'escroqueries et d'arnaques de la part des individus non encore identifiés. Les forces de sécurité ont procédé à l'interpellation des suspects en attendant la fin de l'enquête. Le film de ce qu'on pourrait qualifier de début d'un feuilleton avec Abdul Karim Kaba. En quête d'un lendemain meilleur, 629 personnes de 8 nationalités différentes ont été sauvées par la police malienne. En effet, les 166 femmes, 463 hommes et 25 femmes avec enfants ont été escroqués et arnaqués par des bandits. Ils les faisaient venir à Bamako avec des promesses d'emploi au Mali ou en Europe. Le modus operandi consiste à quoi faire? Ils persuadent, ces arnaqueurs persuadent leurs victimes de l'obtention d'un emploi rémunéré, moyennant quelque chose, et que la continuité sera de les envoyer sur les côtes européennes. Mais une fois sur place,
ce n'est plus le cas. Donc il les incite davantage, comme c'est des gens qui espèrent sur cette aventure, il les incite davantage à faire venir d'autres personnes aussi qui vont leur payer des sous. C'est donc pour prévenir à d'éventuels troubles à l'ordre public que la police a arrêté ces personnes. Une des conséquences de leur présence dans notre pays, ça peut être l'alimentation de la délinquance, comme vous le savez, et en même temps, ils peuvent être utilisés à des fins terroristes, ce n'est pas écarté. Donc les enquêtes vont nous en dire plus. Donc à l'issue, une suite judiciaire sera réservée au phénomène. L'une des missions essentielles de la police aujourd'hui est d'assurer la sécurité des personnes et des biens et en même temps veiller sur la tranquillité publique. Cette opération de la police nationale a été menée avec professionnalisme. Fin donc des calvaires pour les victimes grâce aux renseignements. À notre disposition. C'est dans le cadre de nos activités de prévention quotidienne. Et sur la base des renseignements reçus et conformément aux instructions et aux directives de la hiérarchie, une descente spéciale de police a été opérée à Irimadio Bakorobabougou avec l'ensemble des forces de sécurité. Les nationalités qui font partie du lot, il y a la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, la Gambie, la Sierra Leone, le Libéria, le Burkina Faso, le Niger. Dans cette affaire d'escroquerie et de séquestration, la police continue son enquête. Elle invite l'ensemble de la population à se départir des offres d'embauche trop faciles et alléchantes. Et le directeur régional de la police du district de Bamako nous informe que la quasi-totalité de ces interpellés ont franchi nos frontières de façon irrégulière et ils sont majoritairement sans pièce d'identité. Vigilance. Des chefs d'équipe et de groupe pour renforcer davantage la capacité opérationnelle des unités engagées sur le théâtre des opérations dans la zone de défense numéro 6 de Sévaré. 65 stagiaires viennent de boucler leur formation classique du certificat d'infanterie tactique numéro 1 et 2. L'objectif vise à doter les récipiendaires de compétences leur permettant de relever le défi sur le théâtre des opérations. Les précisions de Oumar Meiga et de Souleymane Tepsogé avec le concours de la DIRPA. Ils sont au total 65 stagiaires dont 10 personnels féminins, 30 élèves sergents et 35 élèves caporaux à boucler une formation classique de 6 mois pour le certificat d'aptitude technique numéro 1 et 2 infanterie au centre d'instruction de Soufroulaye. Cette formation qui a duré 6 mois avait pour objectif de donner à ces militaires les aptitudes d'un chef de groupe et de chef d'équipe de combat d'infanterie. Acquises au bout de l'effort, les connaissances tactiques, techniques, le savoir-faire individuel et collectif, l'efficacité vont favoriser l'accomplissement des missions en toutes circonstances. Rappelez-vous les défis auxquels vous serez confrontés très prochainement, car elles sont immenses et multiformes. Cependant, seule votre compétence et dévouement de tous les jours pourraient vous être indispensables pour les relever. À vous, futurs chefs de groupe et d'équipe, j'adresse mes vives et chaleureuses félicitations tout en vous exhortant à plus d'engagement, de patriotisme et de sacrifice dans le combat qui est le nôtre aujourd'hui. Un défilé militaire a mis fin à la première sortie de promotion des stagiaires en formation classique du CAT1 et CAT2 infanterie dans la zone de défense numéro 6 de Sévaré. La ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille en déplacement à Bourouni. Elle a visité le périmètre maraîcher des femmes de Djambala et de 2 autres unités de production dans la ville de Bourouni. Les détails de cette visite, c'est avec Jafar Aïdara. Cette visite du ministre s'inscrit dans le cadre de prise de contact et d'échange afin de mieux comprendre les réalités du terrain et renforcer la collaboration entre les services déconcentrés, les collectivités, les organisations des femmes, des jeunes et de la société civile. Nous savons que les femmes jouent un rôle crucial dans la société, aussi bien en milieu urbain que rural. Elles participent activement à l'économie et à la production alimentaire tout en contribuant à l'assurance de la stabilité des foyers. Elles méritent donc une attention
particulière et un soutien renforcé. Au cours de cette visite, la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille s'est rendue sur le site du périmètre maraîcher de Djambala, un périmètre qui approvisionne le marché de Bougouni en légumes. Ce périmètre en péril pour manque d'eau en période de maraîchage. Puis la ministre a visité 2 unités de transformation de beurre de qualité et de transformation agroalimentaire. La pénurie d'eau dans les sites. En tout cas, c'est le principal problème qui sévit actuellement dans les sites. À la réalisation du site, il y a eu jusqu'à 8 puits à grand diamètre. Malheureusement, en tout cas, le programme qui a réalisé les sites, en tout cas, l'entrepreneur n'a pas bien descendu des bus. Nous faisons des transformations agroalimentaires. Nous sommes déterminés à approvisionner les marchés pendant toute l'année. Mais des difficultés demeurent. Nous demandons l'appui du gouvernement pour satisfaire la demande du marché. À noter que partout où la ministre Mme Diarra Djenaba Sanogo est passée, elle a tenu à réaffirmer la volonté du gouvernement à accompagner les femmes pour la mise en œuvre des projets de développement des femmes rurales. De la culture dans ce journal avec la 10e édition du festival Ogobanya. Ce sont des activités festives et éducatives. C'est dans ce cadre que le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a animé hier une conférence débat sur les conséquences de la migration irrégulière. Ce sont des dizaines de jeunes qui perdent la vie dans la Méditerranée chaque année. Les détails avec Bemba Sibi et Aruna Diarra. La migration irrégulière est un phénomène dramatique. Les 10 dernières années, 67 000 personnes ont perdu la vie dans la Méditerranée. Rien qu'en 2024, 10 000 personnes ont été fauchées. Ceci sans oublier les disparus qui sont estimés à plus de 1000. C'est pourquoi le ministère des Maliens établi à l'extérieur renforce la sensibilisation. C'est tout le sens de cette conférence en marge du festival Ogobanya. La migration irrégulière, c'est surtout les jeunes qui l'empruntent. Donc nous pensons que ici, ce festival est une bénédiction et une opportunité pour toucher le maximum du public jeune. Une sensibilisation pour susciter une prise de conscience. La conférence a permis au ministre de rappeler les moyens que l'État déploie pour le rapatriement et l'insertion socio-professionnelle des Maliens en situation difficile. Rien qu'en 2024, 12 300 Maliens ont été rapatriés. Novembre dernier, nous avons financé à hauteur de plus de 100 millions de francs CFA des projets de réintégration des migrants de retour. Et au-delà de ça, nous travaillons sur la migration régulière. Donc en collaboration et en partenariat avec un certain nombre de pays européens, nous sommes en train de créer des opportunités pour les jeunes qui veulent migrer en Europe, de le faire de manière régulière. La promotion de la migration régulière, un engagement des autorités qui va être concrétisé par ce projet en vue. Cette migration encadrée va certainement renforcer l'apport de la diaspora dans l'économie malienne qui est actuellement de près de 1000 milliards par an selon le ministre Atayer, ceci tout en préservant la vie des migrants. À présent, nous ouvrons une fenêtre sur les conseils d'administration dans les services publics. Le Centre d'intelligence artificielle et de robotique du Mali, CIAR Mali, a tenu hier la 2e session de son conseil d'administration. Le centre a pour mission de faire émerger des chercheurs de haut niveau et d'assurer l'encadrement des jeunes talents dans le domaine technologique. Le reportage de Mamadou Fani. Depuis son opérationnalisation en 2023, le Centre d'intelligence artificielle et de robotique du Mali affiche une ambition d'être un centre d'excellence et un outil clé d'innovation au service de la transformation de notre société. La 2e session de son conseil d'administration apparaît comme une opportunité pour les administrateurs de ce centre de renforcer les acquis. On a entamé la phase d'opérationnalisation qui nous a conduit à effectuer des voyages d'études. On en a effectué 3 jusqu'ici. Le premier, c'était au Japon, le second en Iran et le 3e en Russie. Nous avons également fait des travaux relatifs à l'élaboration, l'identification d'abord des filières prioritaires à ouvrir. On a déjà identifié les axes de recherche et les pistes sur lesquelles nous allons travailler. Nous avons élaboré une vision sur 10 ans et on veut avoir un rayonnement au niveau international. Il faut continuer à travailler ensemble avec détermination pour relever les défis qui se dressent
sur les chemins de notre centre. Ces défis sont entre autres l'insuffisance des ressources humaines qualifiées dans ces domaines spécifiques, la nécessité de renforcer les infrastructures et les équipements, la recherche de financements durables pour assurer la pérennité du CIAR, la mise en place d'un cadre juridique pour l'utilisation de l'intelligence artificielle et de la robotique. Les membres du conseil d'administration du centre encouragent les responsables du centre à contribuer à la mise en place d'un écosystème d'innovation propice à l'émergence de solutions endogènes répondant aux besoins spécifiques de notre pays. Les administrateurs de l'Agence pour la promotion des investissements API Mali évaluent les performances de l'agence. Ils valident les orientations stratégiques pour cette année. Cette 18e session a également à son ordre du jour la révision du cadre organique et l'organigramme. Le reportage de Fademba Keïta. L'Agence pour la promotion des investissements API Mali, acteur clé dans la promotion des investissements au Mali, tient cette 18e session de son conseil d'administration pour aligner ses actions sur les priorités nationales, les objectifs de développement durable. Malgré un contexte difficile, on peut citer la création de plus de 16 709 entreprises, la délivrance de 26 agréments au code d'investissement correspondant à un investissement total de 54 milliards de francs CFA, et 880 emplois projetés. L'octroi de 824 enregistrements et autorisations d'activité en plus des 24 décisions d'implantation d'unités industrielles devant générer 142 emplois. Pour l'année en cours, dans le domaine des enjeux et attentes, elle s'annonce ambitieuse avec à la clé plusieurs axes prioritaires. L'année 2025 s'annonce riche en actions pour l'API Mali qui prévoit entre autres améliorer le climat des affaires en contribuant à la mise en œuvre des réformes telles que l'actualisation de la politique nationale de promotion des investissements et la relecture du code des investissements harmonisé des pays de la Confédération AES. Poursuivre le processus de digitalisation de la création d'entreprises en ligne à travers la levée des contraintes au niveau du greffe du tribunal de commerce. Le premier défi majeur pour l'API Mali consiste à aligner l'action de l'API sur les orientations stratégiques nationales, notamment le plan de refondation. Après l'élaboration d'une cartographie des opportunités et ressources pour une offre structurée d'investissement, le renforcement de la collaboration avec les acteurs économiques du Mali et de l'AES, la 18e session du conseil d'administration de l'API Mali est perçue par le personnel comme une opportunité stratégique de consolidation de la promotion des investissements au Mali. En 2024, le centre hospitalier universitaire a réalisé plus de 89 900 consultations et plus de 22 250 hospitalisations, soit un taux de réalisation de 100%, une dynamique qui sera maintenue en 2025. Ce sont les principales informations issues de la 48e session ordinaire du conseil d'administration de la structure. Koumba Sissé et Karunga Konate ont suivi la cérémonie d'ouverture des travaux de cette session ordinaire. Malgré les difficultés auxquelles le centre hospitalier universitaire Gabriel Touré est confronté, l'année dernière, les travailleurs ont fourni des efforts pour apporter des soins à la population, dixit le directeur général de l'hôpital lors de l'ouverture des travaux de la 48e session ordinaire du conseil d'administration de sa structure. Le CHU Gabriel Touré a réalisé au courant de l'année 2024 89 962 consultations et 22 258 hospitalisations avec un taux de réalisation de 100% des recettes prévues au titre de l'année 2024. En plus des milliers de consultations, le CHU Gabriel Touré a réalisé d'autres activités. L'ancien dispensaire central qui est le Gabriel Touré poursuit sa transformation en centre hospitalo-universitaire. La reprise des concertations périodiques avec les partenaires sociaux a permis le reversement régulier de la part patronale, l'ouverture du compte AMO du personnel qui était bloqué depuis des années, le paiement des arriérés de primes de fonction spéciale du personnel universitaire, la reprise des versements des cotes salariales du Fonds social. Pour mener à bien ses missions, le CHU Gabriel Touré a besoin d'un budget conséquent répondant aux attentes de l'hôpital, dont l'une des missions est de faire face aux urgences pour le bien-être des populations.
À Koutiala, une femme a accouché des quadruplés par voie basse. Les 2 garçons et autant de filles ainsi que leur mère vont bien. Ils ont reçu la visite du gouverneur de la région qui a félicité le personnel soignant pour le professionnalisme. Le reportage de Brahima Kone et de Amadou Dolo. Au CCRF de Koutiala, Madame Sogoba Fatoumata Traoré a accouché des quadruplés avant d'être admise au centre protestant pour l'assistance médicale au Mali CEPAM pour le reste de sa prise en charge. Nous avons reçu cette patiente dans un tableau d'accouchement qui était déjà à un stade avancé. Elle a réalisé une première CPN. Les autres rendez-vous n'avaient pas été honorés pour le reste du suivi des grossesses, ce qui a valu de les voir se présenter pour un travail d'accouchement. Et je précise que tout s'est bien passé. C'est une prouesse de tous vivants. Tous les enfants qui n'ont pas atteint le poids normal, ils ont pu vraiment le faire avec délicatesse et avec promptitude et les envoyer rapidement au niveau de l'hôpital Femme-Enfant où il y a un service de néonatologie pour vraiment aider ces enfants-là. Les mains chargées d'une enveloppe symbolique et d'un important lot de vivres, le gouverneur a fait preuve de solidarité en rendant visite aux quadruplés. 10 sacs de riz, beaucoup de savon, du lait et autres. C'est une manifestation quand même de bonne volonté. Ils seront totalement pris en charge par nos soins jusqu'à ce que les parents quand même soient soulagés. La prise en charge est déjà automatique et je crois que nous avons eu à prendre en charge beaucoup d'enfants comme ceci. Donc nous vous rassurons que ces enfants, par l'aide de Dieu, vont rentrer sains et saufs en famille. Le père des quadruplés est un enseignant servant au village de Ditamanan dans le cercle de Zangassou. Je remercie la population du Mali et le président Assimi Goïta. Je remercie le gouverneur et le général Abdel Sissé et son équipe. Les nouveau-nés au nombre de 2 garçons et 2 filles ainsi que leur mère vont bien. Les responsables de la région de Nara évaluent le plan des activités menées en 2024 et font une projection pour 2025. Ce plan tiré du plan d'investissement et de développement quinquennal 2022-2026 a été élaboré pour répondre au mieux aux attentes de la population. Le reportage de Idrissa Keïta. Les responsables régionaux de Nara examinent l'état d'avancement des activités prévu dans le plan d'action annuel 2024. L'exercice bilan se tient en vue de formuler des recommandations pour le réajustement du plan pour 2025. La rencontre s'inscrit dans le cadre du plan d'investissement et de développement quinquennal 2022-2026 pays des 5 de la région de Nara. Quand on commence un travail, surtout un travail qui est planifié sur plusieurs années, il faut s'arrêter à certains moments pour évaluer, pour voir est-ce que le travail se fait bien. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons organisé cette réunion d'évaluation du programme d'action annuel tiré du plan d'investissement et développement quinquennal. C'est des infrastructures qui ont été réhabilitées, des jardins maraîchers qui ont été réalisés pour les populations, les femmes rurales. 2025, ça va être une année où nous espérons faire plus dans le cadre du développement, surtout l'amélioration de l'énergie et des problèmes d'eau. Le plan d'investissement et de développement quinquennal 2022-2026 de la région de Nara s'articule autour de 5 secteurs. L'économie rurale, les mines et l'industrie, l'énergie et l'eau, les infrastructures et équipements, les ressources humaines et les services sociaux de base, la paix, la sécurité et la gestion des frontières. Les responsables des services techniques du ministère de la Santé et du Développement social étaient en conclave la semaine dernière à Sikasso. La rencontre du Kénédou a permis l'élaboration et la validation d'une stratégie de communication efficace au profit des usagers, structures techniques et partenaires de la Direction nationale de la protection nationale et de l'économie solidaire. Le reportage de Moussokoro Sérémé. Au cœur des enjeux sociaux et économiques, la Direction nationale du développement social et de l'économie solidaire se dote d'une nouvelle stratégie de communication pour maximiser l'impact de ses actions auprès du public. Fondamentalement, que les actions que nous allons initier
puissent atteindre un niveau de performance dans l'exécution. Cela passe obligatoirement par une bonne stratégie de communication. Cet outil, une fois validé, devra proposer, entre autres, des approches de communication intersectorielle adaptées aux besoins de toute catégorie sociale en vue de mieux renforcer la notoriété de la structure. Concernant les organisations de l'économie sociale et solidaire, ça va permettre quand même à toutes ces structures de se dire que désormais, dans le cadre de leur formalisation ou l'appui conseil, c'est auprès de la Direction nationale de la protection sociale et de l'économie solidaire et ces démembrements en région, il faut qu'il y ait vraiment une visibilité et une lisibilité des actions que nous menons auprès vraiment de ces bénéficiaires. La rencontre de Sikasso doit donc aboutir à des recommandations qui permettront à la Direction nationale de la protection sociale et de l'économie solidaire de disposer d'un document consensuel de référence en matière d'amélioration de la politique et stratégie nationale de protection sociale et de l'économie solidaire. Et je vous l'annonçais hier, les directeurs généraux de police de l'AES harmonisent leur stratégie dans la lutte contre le terrorisme et le banditisme transfrontalier. Les 2 jours de travaux ont abouti à l'élaboration de stratégies adéquates afin de faire face aux défis actuels. La cérémonie de clôture était présidée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile en présence de Aridou Matina. Les questions sécuritaires constituent un des enjeux majeurs au sein de l'espace AES en pleine reconstruction. C'est ainsi que sous le leadership des plus hautes autorités de la Confédération des États du Sahel, les directeurs généraux de police de l'espace AES se sont retrouvés à Bamako. Les débats de réflexion ont permis de mettre en lumière les défis sécuritaires auxquels l'espace est confronté. Les officiers supérieurs de police ont également souligné la nécessité de maintenir le dialogue et multiplier des cadres d'échange de ce genre qui permettent de renforcer les liens et stratégies entre les différentes unités de police de la Confédération. Les recommandations suivantes ont été formulées et elles sont relatives aux points ci-après. 1. Le cadre institutionnel de coopération et de partage de renseignements. 2. La lutte contre le financement du terrorisme. 3. Les expériences en matière de collecte, de stockage, de digitalisation et d'échange de données. 4. Le renforcement de la coopération entre les polices des frontières des États de l'AES. 5. La mutualisation des efforts dans la lutte contre l'insécurité. Et 6. Le renforcement des capacités des forces de police de l'AES. Les directeurs généraux de police de l'espace AES, à travers ces assises, concrétisent ainsi une des visions importantes des chefs d'État de la Confédération à consolider davantage l'intégration sécuritaire. Cette première rencontre des directeurs généraux de la police nationale des États membres de la Confédération des États du Sahel AES est en soi inédite. Elle participe de la ferme volonté de nos 3 chefs d'État, leur Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État du Burkina, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, le général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, d'accélérer l'intégration de nos pays qui écrivent en ce moment une nouvelle page glorieuse de notre histoire. Je forme le vœu que dans les semaines et mois à venir, nous multiplierons les opportunités de rencontres et d'échanges pour opérationnaliser les fortes recommandations qui ont sanctionné vos travaux. Nous devons mettre les bouchées doubles pour construire une architecture sécuritaire forte et adaptée qui puisse renforcer efficacement notre lutte commune contre le terrorisme, la criminalité transnationale, le banditisme, le blanchiment des capitaux, la cybercriminalité ou toute autre forme de menace. Les directeurs généraux de police de la Confédération ont profité de la fin des travaux pour signer les relevés de conclusions. Les délégations du Burkina Faso et du Niger ont exprimé leur profonde gratitude aux plus hautes autorités du Mali, en particulier le général d'armée Assimi Goïta, président de la Confédération des États du Sahel, pour l'accueil et l'hospitalité dont elles ont bénéficié depuis leur arrivée à Bamako. Aussi, elles ont salué l'organisation efficace et professionnelle des travaux premiers du genre entre les directeurs généraux de police de l'espace AES.
Festival Ogobanya, on en parle encore. Découvrons ensemble les merveilles du pays Dogon transportées à la place du cinquantenaire le temps du festival. Ce rendez-vous culturel permet au public de découvrir le pays Dogon dans toutes ses facettes, de l'artisanat à la musique en passant par la médecine Dogon, sans oublier le Ogon et le Toguna. Bemba Sibi et Aruna Diarra nous invitent à la découverte des merveilles du pays Dogon à la faveur du festival Ogobanya. Suivons leur reportage. Le festival Ogobayan, c'est une sorte de transposition du pays Dogon à Bamako. Le public peut y découvrir le Toguna et toute la symbolique de cet espace de vie communautaire. La place que le Toguna occupe dans le village, c'est comme la tour de contrôle. Et quand vous allez dans un village Dogon, le Toguna, il est sur une place où généralement toutes les grandes voies passent par le Toguna. Le deuxième, le Toguna, ça sert de causerie, mais c'est un palais de justice. S'il y a une mésentente, s'il y a un jugement à faire, le chef de village vient dans le Toguna. Le Toguna, il y a une porte d'entrée, il y a une porte de sortie. Vous voyez la hauteur du Toguna. Quand tu es en train de parler, tu te fâches, tu te lèves, ta tête va cogner. Donc ça veut dire quand tu es en train de parler avec tes aînés, avec tes cadets ou qui que ce soit, tu n'as pas besoin de te lever, tu n'as pas besoin de hausser le ton. Le Ogon, le gardien des traditions et chef spirituel Dogon, trône aussi majestueusement sur le site. Sa présence permet aux visiteurs de découvrir le caractère fédérateur du Ogon dans la communauté Dogon. Ogon, quels que soient les dialectes en Dogon, le Ogon, vous allez trouver que c'est quasiment la même façon de prononcer. Donc, ça fait partir des premiers mots qui n'ont pas été dénaturés en fonction des dialectes, de l'évolution. Ogonais, Ogon, tous les dialectes prononcent de la même façon. Et chacun a son Ogon. Le Ogon, il y en a plusieurs catégories, mais aujourd'hui, on peut vous citer 4. Le Ogon, c'est pas le chef de village, mais c'est plutôt le chef de tribu. Un seul village, ce n'est pas le Ogon, mais la tribu. Vous prenez beaucoup de villages, il y a un Ogon qui est là. Et ce Ogon, il a plusieurs rôles. Spirituel, il a un rôle de cohésion et un rôle socialement, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est beaucoup plus spirituel. Et le Ogon, il est un peu détaché du village. Les Ogons surveillent les villages, les Ogons a des rituels, les Ogons a beaucoup de choses. S'il y a des grands litiges ou des grands problèmes, sous le Toguna, si ça n'a pas pu être réglé, on va chez les Ogons. Et là-bas, c'est le dernier niveau. À partir du moment où c'est tranché chez les Ogons, où le Ogon donne des directives, il n'y a pas de contestation. L'art Dogon est également présent dans toute sa splendeur. On y trouve des bracelets, des colliers en passant par les tenues traditionnelles Dogon. Bon, cette année, l'émission c'est magnifique. Parce que nous sommes là à promener partout, les clients sont là à rentrer partout. J'ai fait le Bogolan Dogono. Vraiment, ça marche pour moi quand même. Je ne sais pas pour les autres, mais ça marchait. À Ogobayan, l'art de toutes les communautés du Mali est également présent, de l'artisanat Bambara à celui des Touaregs, des stands qui permettent aux visiteurs de faire une immersion au pays Dogon. Le festival Ogobanya me permet de me sentir au pays Dogon étant à Bamako. Ceci à travers l'artisanat, la gastronomie, bref, c'est l'image du village que je retrouve en venant ici. Donc, je me sens chez moi, quoi. C'est ma deuxième fois de venir ici, donc c'est vraiment un plaisir pour moi d'assister à cet événement. La médecine traditionnelle Dogon est aussi au rendez-vous et c'est la queue devant les stands tenus par les guérisseurs traditionnels Dogon réputés pour leur connaissance dans le domaine de la traumatologie ou encore de l'hépato-gastro-entérologie, comme Ousmane Arama, guérisseur du village de Karamani dans le cercle de Mopti. Tension, diabète, ces deux maladies-là, on ne peut pas les guérir, mais on a des médicaments pour les stabiliser. Mais les autres maladies comme l'estomac, infection, hémorroïdes, c'est là, on a des médicaments pour soigner, on a des traitements
Si les gens voient les médicaments qu'on est en train de déposer ici, il y en a qui vont venir qui voulaient acheter les médicaments et puis de retourner. Nous, on ne vend pas médicaments comme ça, on prescrit. On a fait une petite salle ici, on a des salles de consultation. Toutes ces merveilles du pays Dogon sont soutenues par le rythme cadencé de la musique Dogon, des sonorités rehaussées par la chorégraphie particulière de la danse. Le festival Ogobanya continue jusqu'au 2 février. C'est la fin de cette édition. Grand merci à l'équipe de réalisation et à vous aussi pour votre attention. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir.